Alors, nous allons passer à la présentation suivante. Donc, deux oratrices. Madame Einhorn, donc, qui est la directrice générale du Centre communautaire laïque juif, et Madame Inna Van Loo, dans l'autre sens pour le coup, et qui donc vont nous parler du travail donc, du CCLJ et de la campagne La haine, je dis non, comme outil pédagogique de déconstruction des préjugés antisémites. Et donc, je vais lui céder la parole directement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers membres du public, bonjour. Deux petites précisions avant de commencer. La première, c'est que donc, je suis Inna Van Loo et Emmanuel Einhorn parlera après moi. Ensuite, nous avons un peu travaillé dans l'urgence et du coup, nous n'avons pas eu le temps de traduire en néerlandais la présentation que je vais diffuser sur cet écran, mais nous ne manquerons pas de la transmettre à Monsieur Durvio dans les prochains jours. Et puis, enfin, vous dire que sur cette présentation figure principalement le texte qui se trouve sur notre site Internet et donc qui diffère un peu du texte que je vais prononcer à présent. Le concept juif, tikkun olam, c'est la réparation du monde et ce concept s'incarne totalement dans le programme d'éducation à la citoyenneté du CCLJ, La haine, je dis non. Il nous porte, parce qu'il ne faut pas se leurrer, nous sommes des militants, il nous porte comme il a porté nos aînés, avec à leur tête David Susskind, qui a fondé notre maison et qui voulait construire un monde plus juste et égalitaire, en luttant contre toutes les discriminations, et j'insiste bien sur le « toutes ». La haine, je dis non, je vais essayer de manipuler mon PowerPoint en même temps, voilà, la haine, je dis non existe depuis près de 20 ans. À ce jour, nous avons travaillé avec près de 30 000 enfants et adolescents. Pour ma part, j'y travaille depuis 15 ans. Notre programme s'est d'abord centré sur les élèves de l'enseignement secondaire, puis en 2006, nous avons créé un programme pour l'enseignement primaire et depuis quelques années, nous sommes également actifs auprès du public du monde associatif. Aujourd'hui, la haine, je dis non, c'est 4 personnes, une goutte d'eau dans l'océan, mais j'ai pour habitude de dire quelle goutte. L'école, je sais que ce n'est pas une compétence régionale, mais je ne peux éluder son état. L'école va mal, sa transformation ne s'est pas faite au même rythme que celui de la société et surtout de celle de nos enfants. Elle est devenue le réceptacle de tous les dysfonctionnements de la société et l'inégalité scolaire y est criante et extrêmement dommageable. Les équipes pédagogiques se retrouvent souvent très seules pour faire face. Elles s'épuisent, se motivent, s'épuisent à nouveau, se remotivent. L'école a donc besoin de nous, l'associatif, pour nos apports extérieurs et pour la soutenir dans sa mission éducative. C'est pourquoi à la haine, je dis non, nous travaillons toujours en partenariat avec des acteurs volontaires. Pour l'enseignement primaire, nous nous installons pendant 1 an dans une classe à raison d'une animation de 2 heures par mois. Excusez-moi, voilà, non. Voilà. Et notre premier axe d'action, et j'insiste sur cet axe d'action parce qu'il me paraît essentiel justement pour éduquer à la diversité, c'est de veiller à ce que les élèves, donc les plus jeunes, s'approprient leur histoire. S'approprient leurs, j'ai envie, identités au pluriel, et surtout qu'ils ancrent leurs racines pour se déployer. Parce que, on le sait, il faut d'abord construire un soi pour rencontrer l'autre. Pour l'enseignement secondaire, nous travaillons l'histoire et la mémoire des crimes de génocide en lien avec l'éducation à la citoyenneté. L'étude d'un crime de génocide, crime raciste à son paroxysme, souligne l'importance des valeurs humanistes et démocratiques et encourage le développement de la pensée critique et de la responsabilité civique. Nous élaborons un programme annuel fait de journées et de matinées au CCLJ. Les professeurs y inscrivent leurs classes et nous allons les rencontrer dans leurs écoles. Cette rencontre est essentielle.
parce qu'entre autres, au cours de cette rencontre, par l'écoute et le dialogue, nous allons pouvoir créer du nous. Lors de leur venue au CCLJ, l'idée évidemment c'est de les faire venir dans un lieu juif laïque, mais c'est aussi de veiller à ce qu'ils rencontrent des élèves qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer au quotidien et qu'ils dialoguent avec eux. Mais comme Sacha Gutman l'a dit tout à l'heure, je me dois, et c'est mon rôle aujourd'hui, de partager avec vous un constat alarmant. L'antisémitisme, depuis quelques années, s'exprime avec beaucoup plus de force, que ce soit dans le monde scolaire et dans le monde associatif. En fait, peu importe la thématique que nous venons travailler avec nos publics, ceux qui sont porteurs de stéréotypes antisémites vont d'abord entendre le J de juif dans CCLJ et ils vont nous interpeller sur notre identité, parfois violemment. Et donc, je ne peux pas parler d'antisémitisme aujourd'hui sans évoquer la récente étude qui a été menée, je suis désolée, je suis nulle avec les pavés tactiles, voilà, la récente étude qui a été menée par un de nos administrateurs, Joël Kotek, et son collègue Joël Tournemène, tous deux travaillant pour le CESAC, le Centre européen d'études sur la Shoah, l'antisémitisme et les génocides, et cette étude est intitulée « Le juif et l'autre dans les écoles francophones bruxelloises ». Ils ont soumis un sondage à 1672 jeunes âgés de 16 à 22 ans, de toute origine sociale, ethnique et religieuse, issus de 38 établissements scolaires bruxellois. Ces jeunes ont répondu à un QCM portant sur leur lien avec la religion, leur regard sur l'autre, sur l'école, leurs perspectives d'avenir, leur espoir, mais aussi leur savoir. Et je vous invite à télécharger cette étude qui est disponible sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Et pour ma part, je vais utiliser quelques graphiques de cette étude pour illustrer mon propos. Voilà. Oups, si j'y arrive. Je ne suis plus douée avec les souris. Je suis désolée. Ah, voilà, super. Merci. Merci beaucoup. Donc je reviens à voilà notre goutte d'eau, les 4 membres de l'équipe La haine je dis non, et je passe à présent du constat sur l'antisémitisme dans les écoles. Alors, dans l'enseignement primaire, tu sais Ina, chez moi, juif, c'est une insulte. Yacine, 10 ans. Dans le secondaire, les préjugés les plus fréquemment entendus sont « ils sont riches »,« ils peuvent être identifiés à la forme de leur nez »,« ils contrôlent le monde »,« ils contrôlent les médias », plus rarement « assassins » et parfois « assassins d'enfants », vieux préjugés antisémites. Dans l'associatif, ce qui nous inquiète plus, c'est que ces préjugés antisémites sont en général prononcés par les animateurs, notamment par exemple de maisons de jeunes. Cette représentation fantasmée du juif, elle existe parce que la plupart du temps, ils ne rencontrent jamais de juifs et que certains sont nourris à la maison, parfois par leurs parents, parfois par des médias profondément antisémites. Et pour vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne cette haine particulière, si le raciste considère que certains sont inférieurs, l'antisémite, lui, considère que les juifs sont supérieurs et il serait détenteur de ce que l'antisémite souhaite posséder, à savoir le pouvoir et l'argent. Alors, je suis obligée d'ouvrir une parenthèse par rapport au conflit israélo-palestinien parce que très souvent, on va nous opposer à la réalité de cette haine, la réalité du conflit israélo-palestinien. Et j'aimerais vous encourager à tenir ce parallèle à distance. Pourquoi ? Parce que la réalité antisémite est bien plus complexe et en particulier son histoire. Si tous les racismes ont leur particularité, la haine antisémite a sa singularité, celle d'avoir une histoire millénaire et changeante et d'avoir été religieuse avant d'incorporer une dimension raciale. Si notre pratique quotidienne nous montre qu'effectivement des flambées antisémites ont lieu au moment même où il y a conflit entre Israël et l'autorité palestinienne, la rue palestinienne ou le Hamas,
la persistance de l'antisémitisme nous permet de conclure qu'il n'y a pas de lien direct entre conflit israélo-palestinien et antisémitisme. Pour nous, le conflit israélo-palestinien semble être l'alibi avec lequel l'antisémitisme s'exprime avec beaucoup plus de liberté, comme s'il y avait une certaine légitimité à dire sa haine du juif, à libérer la parole. Et donc il faut s'éloigner de cette vision et déconstruire avec nous ce juif fantasmé, mais également clarifier l'idée d'un État israélien nazifié et qu'un génocide des Palestiniens serait en cours dans les territoires occupés. Si, comme nous l'appelons de nos voeux et comme nous œuvrons dans ce sens, si je disais un État palestinien voit un jour le jour, eh bien, il y a fort à parier que l'antisémitisme ne disparaîtrait pas. C'est une évidence. Et donc, quand je dis avec nous, je dis bien avec nous parce que la lutte contre l'antisémitisme ne doit pas être l'apanage des seuls juifs. C'est une problématique qui nous concerne tous, comme la lutte contre le racisme nous concerne et fait partie de nos priorités. Et puis, je voudrais ouvrir une nouvelle parenthèse sur l'enseignement de l'histoire de la Shoah, qui n'est clairement pas un vaccin contre l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que les publics que nous rencontrons ont en général entendu parler de la Shoah, mais souvent trop tôt et souvent mal. Et du coup, ils ne perçoivent pas la portée universelle de ce crime et ont tendance à penser que ce crime concerne les Juifs uniquement, alors que notre souhait, nous, c'est d'interroger ce crime pour comprendre sa dimension universelle. Et à titre d'exemple, je partage avec vous ma perplexité par rapport à un professeur qui, avec fierté, me disait qu'il s'était rendu 7 fois à Auschwitz-Birkenau et qui quand même me demandait « Mais quand même, on peut dire que les Juifs sont doués pour le commerce, non ?» Donc, nous travaillons à déconstruire cette représentation fantasmée du Juif, nos outils, l'écoute, le dialogue, le partage de connaissances, qui fonctionnent dans les deux sens, c'est-à-dire que nous apprenons autant de nos publics qu'ils apprennent de nous, et puis notre attitude surtout à développer le doute et les interrogations plutôt que les certitudes. Tous les membres de l'équipe de la haine je dis non sont formés à la pratique d'ateliers philosophiques, puis évidemment il y a nos savoir-faire et nos savoir-être acquis au cours de notre pratique, et l'humour surtout, n'oublions pas l'humour. Enfin, à titre d'exemple, je vais vous présenter, puisque c'était entre autres l'objet de ma démarche ici, je vais vous présenter un atelier que nous avons construit pour déconstruire les préjugés antisémites. Alors je précise que cet atelier n'est pas né au début de la haine je dis non, parce que la haine je dis non, c'est vraiment un engagement du CCLJ dans la société civile pour contribuer à une société plus juste. Mais force nous a été de constater qu'on était tellement confrontés régulièrement à des stéréotypes et des préjugés antisémites et qu'ils étaient tellement ancrés qu'on s'est dit « Ok, on va créer un outil particulier pour les déconstruire ». Et donc, voilà, nous entrons dans une classe et la première étape de cet atelier, c'est, nous disons aux élèves, eh bien, voilà, si je vous dis juif, quels sont les premiers mots qui vous viennent spontanément à l'esprit? Et donc, vous voyez sur cette photographie les mots qui sont mentionnés par les élèves. Ensuite, on va garder précieusement cette liste de mots et puis on va leur soumettre des photographies de personnes et nous allons leur demander qui parmi ces personnes, d'après eux, sont juifs. Alors c'est évident que pour ceux qui ont une attitude, par exemple, de prière, l'identification va être assez rapide. Par contre, on a de quoi s'inquiéter quand les élèves nous disent que la troisième photographie qui représente donc un homme avec un chapeau est juif. En fait, cet homme, il participe au carnaval d'Alost en 2009. La troisième étape de cet atelier, c'est une analyse en sous-groupe d'illustrations antisémites. Donc, à chaque fois, évidemment, je n'ai pas mis ni toutes les photographies, ni toutes les illustrations, mais vous voyez un petit peu ici un florilège
d'illustrations antisémites que nous allons leur proposer d'analyser en sous-groupe, et puis nous allons surtout leur demander de faire une explication au groupe classe de leur analyse. Et nous allons pouvoir revenir clairement à la première photographie, c'est-à-dire que les mots qu'ils vont utiliser pour analyser les illustrations antisémites sont les mêmes mots qu'ils ont utilisés au cours de la tempête de mots. Et puis, dernier stade de cet atelier, nous allons leur proposer de placer ces illustrations sur une ligne du temps. Alors ici, pour la commodité de la mise en page, j'ai dû mettre cette ligne du temps sur 2 slides, mais vous comprendrez aisément que quand on est dans une classe et que sur un mur d'école s'affiche du XIVe siècle au XXIe siècle des illustrations antisémites, ça amène des questions dans le chef des jeunes qui perçoivent donc la longévité en particulier de cette haine. Et nous terminons évidemment par un débriefing et une évaluation de l'atelier. Et en général, la réussite est au rendez-vous, c'est-à-dire que les stéréotypes antisémites ont été déconstruits. Enfin, pour terminer, pour conclure, je veux vous dire que La haine, je dis non, c'est un programme qui fonctionne. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est en partie lié à notre identité. Parce que notre identité, elle est complexe, juive, laïque, et c'est aussi lié à notre diversité. Et il y a une espèce de jeu d'effet miroir qui se joue lorsqu'on est en présence de notre public, c'est-à-dire que notre identité et notre diversité va aller interroger leur identité et leur diversité. Et ce processus va les conduire à développer leur confiance en eux pour les aider à trouver leur place dans la société et vivre leur relation à l'autre comme un semblable, différent mais semblable. En quelque sorte, reconnaître son propre potentiel, mais également celui des autres, et ce, dans toute leur diversité, une manière d'apprécier la pleine humanité de chacun sans réduire l'individu à une identité unique. L'école et le monde associatif ont un rôle fondamental à jouer dans le développement de ces capacités et de cette conscience de soi et de l'autre, puisqu'ils sont, après la famille, les premiers lieux de socialisation de l'enfant. Parce que le territoire bruxellois présente la plus grande diversité de population, c'est là que notre action se révèle indispensable. À l'heure où le communautarisme enferme, en particulier les plus jeunes, notre programme tente de leur ouvrir des portes. Parfois, nous n'ouvrons que des fenêtres, mais nous ouvrons. Donc notre volonté reste de contribuer à l'éducation à la diversité pour affirmer l'égalité des êtres humains. Et cette contribution, vous le comprendrez aisément, nécessite des moyens. Je vous remercie et je passe la parole à notre directrice générale, Emmanuelle Einhorn. Merci beaucoup pour cet exposé très vivant et avec beaucoup d'exemples concrets et de matériel et d'expériences positives. C'est vraiment très intéressant et très riche. Je laisse le temps à Madame la directrice de venir s'installer et au service de désinfecter, mais ça arrive. C'est le petit bouton rouge du micro pour l'allumer en dessous. Je vous en prie. Mesdames et messieurs les députés, chers participants, Madame la Présidente, je me présente donc, Emmanuelle Einhorn, directrice générale du Centre communautaire laïque juif David Susskind. Toute nouvelle directrice en fonction depuis 10 mois. Auparavant, j'étais active dans le secteur privé. Avant d'arriver au CCLJ, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur des questions de diversité, telles qu'entrepreneuriat, la diversité, accès à l'entrepreneuriat pour les publics issus de la diversité, émancipation financière et digitale pour un entrepreneuriat au féminin. J'ai entendu le président de notre Parlement, M. Rachid Madran, demander aux parties prenantes de faire le choix d'un débat constructif et surtout de s'inscrire dans la nuance, car il en va de notre cohésion sociale. Ce sens de la mesure et de la nuance qui est attendu des débats à juste titre n'est possible à mon sens que si on accepte de ne pas mal nommer les choses. Et inversement, un débat constructif menant à des solutions, c'est oser nommer des choses qui semblent tues. Au CCLJ, nous pensons que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toute forme de discrimination mérite avant même d'entrer dans les débats
de placer l'humain, son histoire, son parcours, son devenir au centre de nos préoccupations. C'est notre héritage, celui de l'humanisme juif. Dans cet hémicycle, parler de diversité, c'est veiller à offrir un cadre pluraliste, à inclure toutes les sensibilités et s'éloigner de toute confusion sémantique. Si aujourd'hui je prends la parole, c'est parce que j'ai suivi de près le travail mené au sein de ces assises, ainsi que les débats qui s'y tiennent et qui les entourent. Pour se mettre d'accord sur des mesures de prévention et de sensibilisation, il faut d'abord s'accorder sur les diagnostics. Et force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Le concept de racisme institutionnel a été assimilé par certains intervenants au racisme structurel. Ce n'est pas anodin. J'ai une pensée pour les lois de Nuremberg. J'ai entendu le mot race plusieurs fois, de manière flottante, comme une métaphore, comme un synonyme de religion, par exemple. Il me semble important qu'avant toute chose, nous soyons alignés sur l'usage des termes racisme structurel, racisme systémique, racisme institutionnel et diversité notamment. Je vous invite, pour mieux comprendre les problématiques que cet usage inadéquat des mots et concepts peut engendrer sur la tenue des débats, à lire les analyses produites pour regard par notre expert Alero Stenberg, par ailleurs présent dans cet hémicycle. Car soyons-en conscients, il ne s'agit pas que de mots, il en va de la vision que nous avons de notre réalité à tous et à toutes. Je crois comprendre que l'intersectionnalité a été définie comme cadre théorique de ces assises. Alors il faut aborder la question dans son ensemble. Je pense aux problématiques des hommes et des femmes de 50 ans et plus, catégorisés seniors et qui subissent notamment des discriminations à l'emploi. Je pense aux personnes porteuses de handicap dont la situation est évoquée lors d'une séance, mais considérée hors sujet lors d'une autre séance. Je pense également aux minorités roms et sinti, qui mériteraient à elles toutes seules un panel. Il n'y a pas d'intersectionnalité à la carte, il n'y a pas de hiérarchie dans les discriminations. Soit on aborde le racisme dans le cadre le plus large des discriminations, soit on le considère comme un phénomène qui doit être abordé en toute exclusivité. Mais se placer à mi-chemin, c'est semer le trouble sur les débats. En parlant des silences, où est l'éléphant au milieu de mon discours ? L'antisémitisme, qui n'a été mentionné qu'une seule fois à travers un exemple concret depuis le début des assises. L'antisémitisme ne serait qu'un mot ou un concept ? Non, l'antisémitisme est une réalité de terrain, une réalité en augmentation, une réalité qui tue. Des préjugés qui s'ancrent sur des formes diverses dans toute la population, une réalité qui infeste les réseaux sociaux en général. Oui. Moins vite. C'est mieux pour tout le monde, pas que pour la traduction. L'antisémitisme, c'est une réalité qui... du coup, je suis perdue. Non, donc c'est pas un concept, c'est pas un mot, c'est une réalité. Ça, c'est le message. Donc c'est une réalité qui est en augmentation, une réalité qui tue, des préjugés qui s'ancrent sous des formes diverses dans toute la population, une réalité qui infeste les réseaux sociaux en général et ceux de nos enfants en particulier. L'antisémitisme, c'est une réalité qui me contraint, moi, directrice générale d'une grande association juive ouverte sur le monde, à adapter ma stratégie. Car n'en déplaise à certains, dans CCLJ, il y a le J de juif. Et ça, c'est une réalité avec laquelle nous avançons, pas toujours simple, aujourd'hui comme hier. À l'heure où je vous parle, la mesure de la menace pour toute la Belgique est de 2 sur 4. Pour la communauté juive, elle est de 3 sur 4, parce que juif. Un sas de sécurité, une obligation du ministère de l'Intérieur. Un service de garde, indispensable pour accompagner nos jeunes lors de leur sortie au parc. Chaque décision, chaque projet doit être étudié en tenant compte de cette menace réelle qui pèse sur les membres de notre communauté et qui a tué en 2014 au musée juif. Mais ne nous détrompons pas. Comme le souligne Joël Kotek, les violences à caractère antisémite sont bien moins symboliques que physiques et concernent moins des institutions étatiques que des individus lambda qui s'en prennent physiquement aux juifs. L'attentat commis au musée juif de Bruxelles n'est que la partie émergée de l'iceberg. Depuis plus de 40 ans, une longue série de violences antisémites frappe les juifs de Belgique sans que cela ne suscite la moindre étude universitaire. C'est douloureux à admettre, mais il le faut. Il est risqué de s'afficher publiquement en tant que juif. Les stratégies d'évitement font partie du quotidien des familles, des personnalités et des institutions juives. Ma génération, nous qui avons tant aimé fréquenter les écoles non juives car nous nous y épanouissions, se questionne sur le risque de mettre ses enfants dans une école non juive. La conséquence, une invisibilisation de plus en plus grande des juifs dans la cité. Et si nous osions inverser la vapeur, se rencontrer, se rassembler plutôt que se diviser, faire front commun sur le mal qui nous préoccupe tous, la haine de l'autre, quel qu'il soit. Mais pour cela, nous devons accepter que nous sommes tous capables de discriminer, que personne n'y échappe,
que le fait d'être sujet à la discrimination n'est pas un vaccin contre la discrimination. Faire un ange de celui qui souffre ne lui rend pas service, car cela lui enlève la complexité et la responsabilité propre de l'être humain. Et si nous cessions d'assigner l'autre à une identité unique, et si nous osions dire que c'est parfois l'autre qui nous effraie, mais aussi nous interroge. Je le constate au quotidien. Fréquemment, mon identité juive dérange ou interpelle, car je suis cet autre fantasmé, cet autre méconnu. Combien de nos concitoyens n'ont jamais rencontré un juif ou ignorent l'avoir fait? Aujourd'hui, face à vous, suis-je uniquement une femme blanche, par défaut raciste? Suis-je raciste car blanche ou suis-je racisée car juive? Qu'en est-il de la blanchisation des juifs? Pour ma part, en 10 mois, mes premiers constats de terrain en matière d'antisémitisme sont là. Juifs comme insulte dans les cours de récréation ou dans le folklore footballistique. Assignation à identité. Sophie Wilmès assignée à identité car de filiation juive et donc suspecte de manque de probité décisionnelle. Des mères, des pères qui m'interpellent car leur enfant a été pris à partie dans les couloirs de l'école car juif et donc par défaut responsable et coupable de ce qui se passe à des milliers de kilomètres d'ici. Le juif est riche, le juif aime l'argent, le juif a le pouvoir, le complot juif. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont nos mômes dans nos écoles à Bruxelles. Ces mêmes mômes qui ingurgitent sur les réseaux sociaux des fake news, des fast news, des informations hors contexte, des textes de rap de Freeze Corleone qui glorifient Hitler et d'autres encore. Mais aujourd'hui, nous voulons vous dire que des solutions existent. Debout, forts, ensemble, nous pouvons avancer. Mais pour ce faire, il faut accepter que déconstruire les préjugés, développer l'esprit critique, prévenir les mécanismes de haine, cela prend du temps et exige un investissement. Nos combats humanistes pour l'ouverture à l'autre, pour la rencontre, l'échange et le dialogue portent leurs fruits. En matière de solutions, au CCLJ, cela fait 60 ans que nous pensons que cette bataille doit aussi se mener avec courage sur le terrain, dans l'action et la rencontre. Ces assises en font sans doute partie, nous sommes heureux de pouvoir y participer et nous ne manquerons pas d'ajouter notre contribution aux recommandations qui les suivront. Pour nous, les pistes sont déjà claires. Donner de l'ampleur et par là plus d'impact à notre centre d'éducation à la citoyenneté. Intensifier le travail avec les acteurs de terrain, secteur associatif, animateurs socioculturels, animateurs des maisons des jeunes, zones de police, stewards de rue, acteurs du monde judiciaire, professeurs. Sensibiliser ces acteurs qui doivent faire face à des situations d'antisémitisme ou d'autres types de racisme et qui ne sont pas suffisamment armés pour y répondre. Former une partie d'entre eux à nos outils pédagogiques pour qu'ils se les approprient et qu'ils puissent à leur tour déconstruire les préjugés. Veiller à maintenir la collaboration avec les écoles car il s'y joue l'essentiel. Faire des campagnes de sensibilisation, de déconstruction des préjugés et de visibilisation des Juifs. S'emparer de la question de l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, veille et campagne médias notamment. Je finirai en remerciant les pouvoirs publics, les entités fédérées et notre région pour leur soutien. Merci de reconnaître que la sensibilisation, la prévention, l'éducation permanente et les dialogues sont les ferments de la solution, des outils essentiels et efficaces pour bâtir une société égalitaire. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui vient clôturer notre tour de panel et qui vient ouvrir surtout la discussion. Alors, je vais maintenant céder la parole à la salle. Donc, j'ai déjà des inscrits pour les groupes politiques.